Bonjour tout le monde, vous écoutez Total Régal, le podcast où on raconte un jeu sans se la raconter. Moi c'est Oxydo et j'ai le plaisir d'être accompagné par mon acolyte de toujours, Bigot. Ça va Bigot ? Et salut Oxydo, la forme et toi ? Écoute, la pêche. Je rappelle le concept en 2 mots. À chaque émission, l'un de nous deux raconte en intégralité un jeu vidéo que l'autre n'a jamais fait. Et pour cet épisode, pour nous accompagner dans cette découverte, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Maki. Bienvenue Maki dans Total Régal. Hello tout le monde. Un vrai plaisir. Je suis très fan de l'idée, donc très curieux de voir ce que ça va donner. Eh ben, merci encore infiniment d'avoir accepté de te prêter au jeu de ce racontage vidéoludique. Et alors, pour te présenter à nos auditrices, à nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, voici un résumé de ta bio-vidéo-ludographie en 3 points. Premièrement, tu es super player sur Tetris Grandmaster, sur Tatsunoko versus Capcom Ultimate All Stars. Deuxième point, tu es speedrunner sur Ristar, Balatro ou encore Fidel Dungeon Rescue. Et enfin, petit 3, tu es co-organisateur d'événements comme Fury Rapid ou alors de restream d'événements comme les Fastest Furs ou le Fluff Event, là aussi avec du speedrun, du superplay, mais pas que, en la compagnie de Drake le Lion Blanc, qu'on salue au passage. Est-ce que ce portrait, somme toute très sommaire, te convient ? Est-ce que tu souhaites le compléter sur quelques points ? Non, il est très bien. Il correspond bien un peu au profil que j'ai établi. Une petite correction en ce qui concerne le Fluff Event. Alors, je suis très participant en tant que bénévole, mais c'est surtout Drake qui, à lui seul, organise l'événement speedrun qui dure une journée. Moi, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'y être en tant que runner et aussi reviewer. En revanche, je te rejoins complètement sur le fait que oui, Drake et moi nous co-organisons à ce jour Fury Rapid et notre point de départ, effectivement, ça a été les restreams français des événements Fastest Furs. Et on invite évidemment toutes nos auditrices et nos auditeurs à suivre les différentes chaînes, les différents canaux de diffusion pour assister à ces événements de speedrun. Ouais, de speedrun, de superplay, comme tu disais, Oxydo. Donc, voilà. Merci. Je te remercie à mon tour, Maki, de nous rejoindre pour cet épisode. Donc, où je serai le racontant, donc celui qui régale, en tout cas qui va essayer. Et bien, Oxydo et toi, vous serez les écoutants en mode découverte totale, je crois. On rappelle que cette émission et les précédentes sont disponibles sur la plupart des plateformes de podcast, également sur YouTube. Rendez-vous sur notre page Acast pour vous lier à nous. Donc showsacast.com, Total Régal. Et nous avons aussi un Discord où vous pouvez nous rejoindre pour poursuivre la conversation, pour nous faire des suggestions, etc. Bref, il est grand temps de se lancer dans le racontage. Et donc, Bigot, je te pose la question traditionnelle de début d'émission. Avec quel jeu vas-tu totalement nous régaler aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter Fashion Police Squad. Alors, juste sur la base du titre du jeu, je vous demande si vous pouvez me dire quelque chose. À quoi vous vous attendez par rapport à ce jeu ? Donc, honneur à l'invité, bien sûr. Maki, qu'est-ce que ça t'inspire ? Alors, j'ai cru à un moment donné... Oui, c'est ça. Ok, ça me revient. Je croyais que c'était Mighty Switch Force pendant un très court instant. Et donc, à un moment où on m'a dit « Est-ce que tu connais le jeu ?» J'ai un peu eu un moment où j'ai dit « Je pense pas », mais j'ai eu vraiment l'hésitation en moi. Donc, j'ai du mal à le dissocier du jeu Way Forward qui a un nom, on va dire, relativement similaire. Heureusement, j'en ai eu la garantie puisque je regardais le Préventaton 7, un marathon qui est organisé par Selkouth Mind. Et dans le planning, ce jeu y était. C'est-à-dire qu'il allait être diffusé sur mon écran. Et donc, j'ai immédiatement fermé l'onglet. Waouh, quel réflexe. Aïe. Oui, donc, voilà.
C'est tout ce que je peux dire. Bon, en tout cas, le nom est clinquant, un petit peu à l'image de Mighty Force. Donc il y a de ça dans le jeu, effectivement. Et toi, Oxido, est-ce que le titre t'inspire? Il y a un indice, en fait, dans le titre. Écoute, Fashion Police, est-ce qu'on va aller traquer les vêtements cool dans la ville, dans un environnement urbain un peu 70s, je sais pas, il y a un côté disco qui me vient immédiatement. Fashion Police Squad, je sais pas, j'imagine une troupe de flics ultra bien habillés en roller qui traquent les mauvais goûts, les fautes de goût au niveau des vêtements. Mais bon, voilà, c'est juste ce que ça m'inspire. Très bien, en tout cas, très très belle clairvoyance. Parce que il va y avoir vraiment beaucoup de ce que tu viens de dire, Oxido. Et il y avait aussi un indice, en fait, quand vous prenez les 3 premières lettres de chaque mot qui forment le nom du jeu, vous avez l'acronyme FPS. Et donc, ça vous donne le style de jeu auquel on va avoir affaire. Oui, puisque... D'accord. Fashion Police Squad, c'est un FPS, c'est même un rétro FPS, donc un jeu de tir à la première personne au style rétro. C'est un jeu qui a été développé par Mobful Games, un studio indé finlandais. Il est sorti sur PC à la mi-août 2022, donc on peut y jouer via Steam. Et puis, on peut aussi jouer sur console Switch, PS4, PS5 et Xbox. Il est sorti là un peu plus tard, en février 2023, sur ces supports-là. Bon, sur ce, est-ce que vous êtes prêts, sapés comme jamais, pour découvrir Fashion Police Squad en vous enjaillant avec swag? J'ai mon petit t-shirt Trans Rights, donc moi je suis prêt. Je suis évidemment totalement prêt. Eh bien, c'est parti. Let's go deep into it. Let's go drip into it. Et on commence évidemment avec un écran de chargement entièrement noir. Avec en bas à droite, en majuscule blanche, eh bien, le mot chargement, suivi de 3 points de suspension. Et il y a une animation d'attente avec la silhouette d'un homme en uniforme de police, coiffé d'un képi et chaussé de bottes, qui saute et qui tourne dans les airs, puis retombe en effectuant un grand écart façon Deep Vogue Dance, vous voyez le truc. Et bien évidemment, on reverra cet écran dans toutes les séquences de chargement de niveau ou de nouvelles parties. Nouvelle partie, parlons-en justement, puisqu'on arrive logiquement sur l'écran titre, avec une musique qui est très funky, très groovy, qui va habiter tout le jeu, même si elle va devenir un peu plus rock au fur et à mesure que l'action s'intensifie. C'est l'occasion de féliciter au passage le studio GIM AudioWorks OI, qui a composé la musique du jeu, et vraiment qui file un peps totalement incroyable. Donc, écran titre avec fond d'écran dans les tons bleus. Sur la gauche de l'écran, on a le titre du jeu, Fashion Police Squad, inscrit en lettres d'or, difficile de faire plus bling bling, et en dessous, nouvelle partie. Sur la droite, il y a une illustration avec plusieurs personnages. Au premier plan, au centre, il y a 2 officiers de police. D'abord, un homme afro-américain, svelte, élancé, à la classe incarnée, barbe courte, képi, chaîne en or qui brille, un trench coat couleur rouge resserré à la taille par une ceinture, et il tient en main un pistolet en forme de machine à coudre. À ses côtés, une femme latino-américaine, brune, cheveux mi-longs, assez athlétique, en tenue de police bleue, et elle a une radio, un talkie en main. Au second plan, on a d'un côté, tenez-vous bien, un touriste en Bermuda et avec un bob qui prend une photo avec son appareil, et de l'autre côté, on a un jeune coiffé d'une casquette qui vapote, et il porte un débardeur blanc très ample, un baggy encore plus ample puisque ça laisse apparaître son caleçon rouge à pois blanc. Toujours au second plan, mais au centre, en plein milieu, on a une tête de nain de jardin, barbe blanche, bonnet sur la tête, tout va bien. Et enfin, à l'arrière-plan, en beaucoup plus grand que les autres personnages, on a un homme avec le visage masqué, lunettes noires, passe-montagne, qui porte un trench coat bleu et un chapeau bleu aussi. Et puis, il a un logo stylisé qui forme une petite paire de ciseaux sur le chapeau. Ça va ? Là, j'ai l'impression que c'est... Alors, ça me fait beaucoup penser à Elite Beat Agents, ce que tu racontes. Le côté... la force qui vise à résoudre des problèmes
qui sont pas généralement ceux auxquels tu t'attends, et en plus de ça, avec un certain style qui fait que c'est cool de les jouer. J'ai l'impression que c'est ça qui se passe, et de ce que j'interprète, alors débardeur blanc, baggy très ample, caleçon visible, je pense que ça doit faire partie des ennemis, peut-être de base, et le trench coat, ce serait peut-être un des méchants parce qu'il a un peu de style quand même. C'est juste mon interprétation pour l'instant. Maki, s'il te plaît, n'utilise pas trop ta boule de cristal. Alors moi, si je peux me permettre, dit comme ça, je sais pas exactement quel est le style graphique, mais ça me fait beaucoup penser, en tout cas j'ai l'image du style de Jet Set Radio. Ça me fait un peu penser à cet univers urbain là, mais peut-être que ce n'est pas exactement le même style graphique quand même. On va y venir dans le jeu. Après, il va y avoir des contrastes entre aussi ce qui va être de l'ordre des illustrations, je vais y venir dans pas longtemps, et puis après, du jeu lui-même. Mais en tout cas, voilà, même dans la représentation, on va dire, après on va voir sous quelle forme, il y a vraiment un côté très, très cool, très funky qui ressort. Oh yeah. On clique sur nouvelle partie, nouvel écran pour choisir le niveau de difficulté, avec des intitulés évidemment qui sont complètement dans le thème. On part du niveau facile, qui s'appelle De fil en aiguille, qui est pour les débutants en jean et t-shirt, qui n'ont pas l'habitude des jeux FPS, ou qui se préfèrent se concentrer sur l'histoire. Et ça va jusqu'au niveau ultra difficile, intitulé « Je ne porte que de la haute couture », et qui s'adresse aux fashionistas qui souhaitent mettre leurs compétences à l'épreuve et leur style en jeu. Alors là, j'ai une autre question pour tous les deux. C'est quel niveau donc de difficulté vous choisiriez ? Mais plus globalement, en fait, la question, c'est quoi votre rapport au FPS ? Donc, Maki, peut-être, pour commencer. Alors, pour le niveau de difficulté, généralement, je prends ce que le jeu me propose. Donc là, j'imagine que ce serait l'équivalent normal. Je sais pas exactement comment il s'appellerait. Je crois que c'est pointure de la mode. Pointure de la mode. C'est ça. Alors, je le choisirais clairement. C'est clairement lui que je choisirais. Et ensuite, malheureusement, mon expérience avec les FPS, c'était peut-être mon comment dire, je voulais peut-être un peu coper et m'attendre à ce que ça soit un jeu de plateforme parce que j'ai un petit peu j'ai un peu de motion sickness. Et donc, en fonction de comment je me sens, ça arrive que je ne sois pas très FPS. J'ai essayé de speedrunner Simon's Destiny et je me suis arrêté au bout du deuxième stage. J'étais un peu au bout de ma vie. Ah oui, d'accord. Ça dépend. Bon, j'ai un exemple un peu idiot en tête, mais Blueprints qui, bon, lui est pas vraiment FPS, mais qui est à la première personne. J'ai pas trop de problèmes, pas trop. Et je sais que Doom, ça peut aller. Donc là, tu disais que c'était un style rétro. Peut-être que si c'est un style un peu Doom, ça me parlerait. D'accord. Sauf quand je monte la tête dans les trucs Doom, puisque la perspective, en fait, est complètement cassée. Donc les lignes restent verticales. Et c'est là où, mon cerveau, il me dit, non, t'es pas censé être là. D'accord. Je vois autre chose. Donc un style de jeu qui te rebute pas forcément, on va dire par son style, mais plutôt par la façon dont tu le ressens avec cette histoire de motion sickness. Ok. Malheureusement, ouais. Ok. Et toi, Oxido ? Bah écoute, moi c'est un style de jeu, enfin un type de jeu vidéo qui m'attire régulièrement, mais plutôt effectivement quand ce sont des expériences à la première personne, mais pas forcément des shooters, un peu comme Maki. C'est-à-dire que, alors j'ai joué dans ma prime jeunesse, j'ai fait des LAN de Quake 3 Arena et de Counter-Strike, mais en fait je suis la vitesse, je n'ai pas les réflexes suffisants pour tirer, choisir les trucs en même temps. Enfin bon, donc je suis pas bon à ce niveau-là. Et c'est vrai que je suis plus au niveau FPS, je serais plus dans la team Dishonored par exemple. Voilà, donc des FPS mais qui ont une
une qualité un petit peu énigme aussi, ou puzzle game, Talos Principle, ce genre de choses, qui sont pas vraiment des shooters en fait, qui sont plutôt des jeux d'énigmes. Blueprints et aussi. Oui. Outer Wilds aussi en quelque sorte. Outer Wilds, j'allais le dire. Outer Wilds, bien sûr, voilà. Et en ce qui concerne la difficulté, je suis un peu pareil. Moi, j'aime bien aussi jouer en normal, voilà ce que je me propose. Après, j'ai aucun scrupule, parce que je sais que ça peut être le cas pour certains joueurs ou joueuses, de pas vouloir aller en facile parce que c'est trop facile, ou en mode histoire. Moi, franchement, j'ai aucun scrupule là-dessus. Si je m'aperçois que je suis pas assez bon pour finir un jeu, je n'hésite pas à baisser le niveau, à mettre même en mode histoire pour pouvoir faire défiler le truc beaucoup plus rapidement et rouler sur les boss sans problème. Bon, moi, je suis une bille, donc je n'ai eu aucun scrupule à prendre le niveau de fil en aiguille, le niveau débutant pour faire le jeu, et j'en ai chié, mon sang. Donc voilà. Mais alors, voilà, c'est un FPS, donc je comprends que c'est pas dans trop votre zone de confort, comme on dit, mais vous allez voir, parce que c'est un FPS, il épouse les codes classiques des FPS, mais aussi vous allez voir qu'il se permet de les renouveler, plutôt de les revisiter, en fait, sous un angle assez original. Mais bon, j'en dis pas plus, et vous me direz ce que vous en pensez au fil du racontage. On choisit la difficulté, et le jeu se lance enfin. On a droit à une cinématique d'introduction, donc qui est composée de plusieurs planches d'illustration dans un style très comics, comme en fait l'image que je vous décrivais sur l'écran titre. Et donc on a d'abord une vue sur une cité ultra moderne avec des gratte-ciel, une artère routière et un panneau qui indique « Welcome to Trendopolis », avec une statue géante d'un mannequin mode. Et on a une voix off, une belle voix grave, avec sous-titrage, qui nous dit « Notre si belle ville est en ce moment même victime de multiples attaques ». Seconde illustration, on retrouve le jeune en baggy, vous savez, avec sa vapoteuse. Il y a aussi un homme d'affaires en costume gris au teint cadavérique. Et la voix off poursuit « Pantalon taille basse, costume terne, claquettes chaussettes ». Troisième illustration, avec une femme ultra chic qui hurle d'épouvante à la vue d'une claquette chaussette avec autour des mouches qui volettent. Et la voix qui continue. Il convient d'envoyer un message fort et de l'envoyer avec style. Et là, nouvelle illustration où on voit le personnage afro-américain de l'écran titre enfiler son trench coat, charger son pistolet machine à coudre, faire claquer sa ceinture et ajuster son insigne de police. Puis, ultime planche de cette cinématique, on le voit se diriger vers une voiture de police avec un plan qui est une référence directe à JoJo's Bizarre Adventure. En fait, c'est le combat entre Jojo et Jotaro, je crois, vraiment, c'est complètement pompé. Et la voiture de police, tenez-vous bien, c'est la même que celle dans Street of Rage, vous savez, avec les attaques spéciales. Là. Voilà. Et cette intro se termine avec, une nouvelle fois, la voix du personnage principal qui nous dit « L'heure est venue de rendre justice envers la mode ». Oh, quel programme. Ok, alors ce qu'il y a d'hilarant, c'est que, en fait, jusqu'à un certain point dans l'écran titre, j'avais l'impression que ça pouvait avoir un style un peu dessin à la Astérix quand j'ai eu l'image du caleçon qui sort du baggy. Et je me disais, c'est un truc qu'on pourrait voir un peu comme dans un Astérix, les caleçons qui dépassent, etc. Et là, le style extrêmement comics, la référence Dio contre Jotaro avec les jambes qui sont en premier plan. Exactement. Et la voiture de police. Alors déjà, je sens que je vais passer un incroyable moment. et ensuite, je me situe un peu mieux le style. Et au niveau des couleurs, j'imagine que c'est très, très peps, très coloré, très baroque. C'est très peps, mais là, on va dire, il y a une texture de couleur qui est assez intense, je dirais. On n'est pas encore trop dans le bariolé. On n'y est pas encore. Et a-t-il un nom, ce personnage-là on va le découvrir, j'imagine. Ça va arriver. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder, puisque c'est parti pour notre première mission qui est intitulée Dull Business en VO, une affaire morne en version française. Et on incarne Oxido. Enfin, on n'incarne pas Oxido, mais on incarne Death, le sergent Death. Alors Death qui est probablement le diminutif de Desmond, probablement en référence à Desmond Williams, qui est le comédien de doublage qui prête sa voix au personnage. Et c'est la voix que j'ai très mal imitée, qu'on a entendue dans le prologue. Donc, oh là là.
FPS, on est en vue à la première personne, équipé d'une arme. La voiture de police de Street of Rage est stationnée là, avec le sigle FPS gravé en lettres d'or sur la portière. On reçoit illico un appel radio du poste de police pour nous signaler un crime contre la mode. Le sergent Death va s'en charger. Mais juste avant, l'officier Halley, notre partenaire, nous contacte. Et dans un bandeau en haut de l'écran, on reconnaît le portrait de la femme qui figurait à l'écran titre. Elle nous indique qu'elle est déjà sur place et que les rues regorgent d'activités stressantes, grises et fades de type corporatif. Et elle demande à Death de la rejoindre au plus vite. J'adore. C'est génial. C'est parti, avec pour premier objectif de se rendre boulevard Pactol. Alors là, pour faire une idée du visuel, on a quand même un peu changé d'esthétique. Hein. Là, on est vraiment sur l'esthétique rétro pixel art, style Doom ou Duck Nukem, avec un monde en 3D et des sprites en 2D. Donc autrement dit, on est sur du pur, c'est quoi, c'est boomer shooter, donc en 2,5D on va dire, donc avec un aspect très très cartoonesque. Et en termes d'environnement, là pour ces premiers niveaux, on est dans un quartier d'affaires avec des grandes avenues, des grands buildings, façades vitrées comme à la Défense. Et au niveau de l'interface, vous allez voir du très classique. En bas à gauche, on a notre barre de santé et au-dessus, une barre d'armure. D'ailleurs, l'armure, évidemment, dans le jeu, ça va s'appeler le swag. Et on a... J'allais poser la question, et j'allais te poser la question, est-ce qu'on a une barre de swag? On a une barre de swag, mais attends, c'est pas fini. On a évidemment le portrait du sergent Death qui va se détériorer au fur et à mesure qu'on perd des points de vie. Exactement comme dans Wolfenstein. Au début, il perd sa casquette, puis ensuite, son look se dégrade et son teint se grise. En bas à droite, on a le nom de l'arme que l'on a équipé. Ici, le colorisator Elite. Donc, colorisator, évidemment, écrit avec des 0 pour les O, un 1 pour le I, un 4 pour le A. Et en dessous, il y a 5/infini. Donc, ça veut dire qu'on peut tirer 5 fois d'affilée sans recharger. Mais les munitions sont illimitées. Toujours en bas, mais au milieu de l'écran, on a une jauge de fabulosité, qui va se remplir au fur et à mesure de notre progression. Bon, là, j'y reviendrai plus tard, mais sachez qu'il y a cette jauge qui va se remplir au fur et à mesure. Au niveau des contrôles, la classique en matière de FPS, on peut se déplacer, viser, sauter, s'accroupir, et on va manipuler les gâchettes pour tirer et recharger. Premier tir, et les traces laissées sur les murs permettent de comprendre que, comme son nom l'indique, le colorisator Elite est un gun de paintball. Donc là, on retrouve l'archétype du fusil à pompe courte portée, mais non létal. Là, c'est pour remettre un peu de couleur dans ce monde un peu morne et terne. Vous anticipez tout, c'est pas possible. Rangez vos boules de cristal, s'il vous plaît. Là, puisque oui, là... bon, j'ai cru que c'était Mighty Switch Force le jeu, hein, donc je peux pas avoir raison tout le temps, c'est bien d'avoir raison un petit peu. Et donc là, pour illustrer ça, sortons d'un immeuble, voici notre premier adversaire. Et alors, comme à chaque rencontre avec un nouvel ennemi, on a droit à un petit clip de présentation pour savoir à qui on a affaire. Et donc, d'abord, il y a son nom de code qui s'affiche. Donc là, c'est Costume Terne et le crime contre la mode qu'il a commis. Et là, en l'occurrence, c'est trop fade. Donc, le zigoto en question porte effectivement un costume gris. Il a le teint dans le même ton. C'est sûrement un homme d'affaires harassé par le stress au travail. Il somnole même tellement qu'il est fatigué. Mais alors, quand il se réveille, eh bien, il nous balance sa manette dessus. On esquive le projectile. On lui tire une balle de peinture en pleine poire. Bim, il est repeint avec une chemise à couleur éclatante et un sourire tout aussi éclatant. Il danse même et il nous remercie en nous gratifiant de magnifiques débonnaires. Et il littéralement refait. Oh, c'est génial, c'est génial. C'est vraiment Elite Beat Agents. Alors, à beaucoup d'exceptions près. En passant par le style de jeu déjà, enfin le genre, mais je sentais qu'on s'y dirigeait. Donc là, on poursuit, d'autres costumes ternes se trouvent sur notre chemin, mais on ramasse des mocktails qui nous permettent de regagner de la santé. On ramasse aussi des haltères ou des Rolex qui nous donnent des points de swag, donc des points d'armure. Points de swag. Et on arrive... Et attends, est-ce que
Ils se transforment tous lorsque tu les canardes. Est-ce qu'ils se transforment tous en le même, chemise Alors, il y a des petites variations, mais ils prennent à peu près la même stance, la même position. Là, j'ai parlé de debonair, mais alors il y a à peu près 100 interjections différentes, donc ça va de saucy à sexy, fabulous, gorgeous. Enfin, bref, tu vois, j'en passe, c'est les meilleurs. Enfin, bref, ça pète dans tous les sens. Quelque part, les éclaboussures de son dans FPS, on va dire un peu plus gore, sont remplacées en fait par strass et paillettes. Vous avez l'idée. Ouais. Voilà. C'est super. J'aime beaucoup la note, en plus de l'absence de sang, mais la note mocktails. Pas de cocktails. Bon, de toute façon, il est au service. Mais c'est pour ça. Pas voir. Un peu de réalisme quand même. Mais voilà, je trouvais que c'était une petite note qui me parle. C'est super parce qu'il y a un côté un peu parodique, mais totalement assumé, quoi. Enfin. Ouais, tout à fait. Jusque dans les références très. T'as du JoJo's Bizarre Adventure, t'as du Streets of Rage, donc tu sens que c'est très généreux. Je sens que vous allez vous éclater. On arrive sur une place, on affronte un bon paquet de salaryman grisonnants, on les dégrise, on veut poursuivre, mais sur la voie qui mène à la scène du crime, eh bien, il y a une barrière. Un ruban rouge, vous savez, comme pour une inauguration. Et Hayley nous explique qu'il faut qu'on dégote une paire de ciseaux de la même couleur que le ruban pour pouvoir progresser. Bon, on a sauté de partout avant, on a fait des cabrioles et tout, mais là, il y a un ruban. Non, il faut le ciseau pour progresser avec la même couleur que le ruban pour pouvoir passer. Direction la mercerie Snipes sur l'avenue de la Hype. Au détour d'une ruelle, on découvre un poster de Death en tenue sportive, assez classe et tout. Et donc ça fait partie en fait des 30 secrets qui sont disséminés tout le long du jeu. À chaque fois, on trouve Death dans une nouvelle tenue avec des références à la pop culture, de Michael Jordan à Green Lantern, en passant par une tenue ultra disco des années 80. Et bon, là, je l'évoque. Évidemment, je vais pas vous décrire toutes les tenues qui sont disponibles, mais il y en a une bonne trentaine à collectionner. Hayley nous file un nouveau tuyau. On peut charger notre colorisateur Elite avec les bornes d'incendie. Et une fois qu'on l'a chargé à 100%, on passe de 5 à 7 tirs d'affilée sans recharger. Et ça tombe bien parce que les costumes ternes sont légion dans le coin. On récupère la paire de ciseaux rouges et on va pouvoir couper le ruban. Mais sur le chemin du retour vers le ruban, un individu masqué, un mystérieux étranger, nous contacte sur la fréquence radio de la police pour nous prévenir d'une embuscade. Et en effet, quelques rues plus loin, on coupe le ruban et sitôt après, un nouvel ennemi surgit à toute berzingue. Nom de code, Néon Bra. Crime contre la mode, trop tape à l'œil. Donc là, on a un individu avec des lunettes de soleil, tenue jaune fluo, mais alors tellement fluo que ça en est aveuglant. Il chevauche une trottinette électrique et il nous fonce dessus en criant des obscénités. Et là, pour le neutraliser, il faut extraire la couleur de son t-shirt à l'aide du tir secondaire du colorisateur qui agit un peu comme un aspirateur à couleur. Et donc là, le but, c'est uniquement de lui retirer sa couleur, c'est pas de l'asperger d'autre chose. Non, lui, pour le coup, il est trop flashy. On avait quelqu'un qui était trop terne avant, oui, voilà. Et d'où la double fonction du colorisateur, à la fois colorisateur et décolorisateur. Il faut trouver le juste milieu de la fashion, quoi. On finit par arriver sur la place Tommy Milfiguier. Elle est bondée d'ennemis. Attends, quoi? Tommy Milfiguier, ouais. C'est ça? Oh, j'adore les références. Oh, je l'ai pas eu immédiatement. Et je le regrette un peu. T'as bien fait de reprendre ça, Oxido, parce que je l'avais pas du tout. Je peux il y a pas. Plein de jeux de mots partout, je peux pas, hélas, tout citer, mais il y a des. Ça fuse dans tous les sens. Alors moi, je suis très très friand de jeux de mots. Attention, hein, donc là, je suis en terrain merveilleux là pour moi. Donc là, sur la place Tommy Milfiguier, il y a un combat qui s'annonce assez délicat parce il y a plein de trottineurs fous et de costumes gris. Mais c'est sans compter sur notre botte secrète, plutôt notre gant secret, la Fab Slap. Parce que vous vous souvenez, la jauge de Fab, en bas au milieu de l'écran. Eh bien, après avoir redonné des couleurs à plein de costumes ternes, ou après avoir atténué les couleurs d'une escadrille de Néon Bra en trottinette, eh bien notre jauge de Fab est à 100%.
et on peut activer la Fab Slap. Et alors là, Death bascule dans un état second. Il ajuste son gant mitaine en diamant, tel Michael Jackson. Puis, il saute dans les airs, tournoie et claque son meilleur dip. Et ensuite, c'est parti pour la distribution de manchettes glam. Clac, clac, clac. Et la foule de convertis nous acclame Fabulous, Marvelous, Gorgeous. C'est la folie pure. Puisque là, pendant 15 secondes, Death est en mode berserk, il est invincible. Dès qu'il prend pour cible un ennemi, il se téléporte devant lui et paf, il le soufflette. Et il répare instantanément le crime contre la mode que le freluquet a commis. Et donc, mais le rythme est endiablé là. C'est un feu d'artifice. C'est la première mission, ça. Je sentais qu'il fallait qu'il y ait une super dans le jeu. Donc jusque là, tout a du sens, mais incroyable. je me l'imagine très clairement. Donc là, victoire éclatante. Et il est temps de rejoindre notre partenaire Hayley qui nous attend dans la voiture de la FPS. Et là, en récompense, fin de niveau, petit moment de kiffance, car cette première mission, comme toutes les missions qui suivront, elle se conclut par un défilé de réinsertion où pendant que le score s'affiche, on voit défiler sur un podium sous les flashs des photographes et les applaudissements du public tous les criminels qui ont retrouvé le droit chemin, qui ont retrouvé le bon goût. Ah, super. Et donc, il y a une notion de 100% alors? Est-ce qu'il y a un nombre fini d'ennemis ok. Par rapport aux secrets qu'on récupère, etc. Donc ça va, vous commencez à saisir l'originalité du jeu pour un FPS? C'est génial. C'est absolument génial. Ah ouais, c'est super, ça donne très très envie. Hein. Comme j'en avais parlé, moi j'ai toujours une petite difficulté pour rentrer dans un FPS ou même une aventure à la première personne, mais je pense que je ferais clairement une croix de ce genre de remarques en voyant ne serait-ce que la première mission. Parce que moi je me dirais, ok, il faut absolument que je finisse ce jeu. Et puis donc c'était pas votre cas, mais moi j'ai aussi un petit frein sur les FPS, c'est que des fois le côté gore un petit peu peut me repousser. Et là, on a affaire à un FPS pacifiste. On ne tue pas les ennemis, on les transforme en fashionista. Il n'y a pas une goutte de sang. On les sauve. On les sauve, oui, tout à fait. C'est génial. Bon, début de la mission 2, intitulée Loose Business en VO, une affaire mal fagotée en version française. Et on poursuit notre enquête sur les causes de la recrudescence de la criminalité contre la mode dans le quartier des affaires de Trendopolis. À peine la mission est commencée, que le sergent Death est averti d'une infraction publicitaire par comportement commercial oppressif. Donc, arrivé sur place, on peut constater que effectivement les panneaux d'affichage sont gris et déteignent sur les gens et sur les lieux. Évidemment, un petit coup de colorisateur Elite et l'endroit retrouve toutes ses couleurs, avec des pubs pour Hugo Boss, B-A-U-S-S. On tombe sur un nouveau type d'ennemi, les costumes larges, qui portent des costumes trop grands et mal ajustés, et qui nous balancent leur attaché-caisse qui explose au sol en répandant partout des documents comme des grenades explosives. C'est l'occasion de prendre en main un nouveau joujou, le TaylorMade. C'est le gun au design de machine à coudre, vous savez, qu'on avait vu sur l'écran titre. Et alors, je l'attendais celui-là. Et alors le TaylorMade, il fonctionne comme une mitrailleuse, sauf que, bien, au lieu de tirer des balles, on tire des aiguilles pour retoucher, pour ajuster les costumes larges. Et c'est pratique dans la vie de tous les jours pour faire des ourlets, tu sais. Ce serait bien d'avoir un petit TaylorMade. Mais c'est pas tout. Hayley nous apprend aussi à nous servir d'une autre arme qui, après la Fab Slap, sera notre seconde arme au corps à corps, à savoir la ceinture de justice. Alors, la ceinture de justice, disons que c'est un couteau suisse. Elle est multifonction. Donc elle va pouvoir nous servir à casser des caisses qui recèlent des mocktails ou du swag, détruire des grilles et débloquer l'accès à des passages secrets. Elle sert aussi à étourdir et à figer certains ennemis qui sont trop mobiles, comme le Néombra. Elle sert aussi à attaquer, et elle fait encore plus mal quand elle est chargée. On sait d'ailleurs qu'on peut l'utiliser simultanément à nos armes de tir, puisqu'on l'utilise avec l'autre main, savoir la gauche, alors qu'on est plutôt droitier pour les armes de shoot.
Ça me faisait un peu penser à Duke Nukem, justement, le fait de pouvoir mettre un coup de pied en même temps que tu utilises ton arme à distance, qui s'appelait le Mighty Foot Engaged. C'était relativement idiot, tu pouvais mettre un coup de pied droit parce que tu pouvais armer mais en même temps utiliser le coup de pied gauche. Donc tu avais l'impression de jouer Liu Kang dans Mortal Kombat et mettre des petits coups de pied en mode... Mais attendez, c'est pas tout. C'est pas tout parce qu'avec la ceinture de justice, on peut aussi intercepter certains projectiles, comme les mallettes explosives que nous lancent les costumes larges. Et enfin et surtout, eh bien, Death peut se servir de la ceinture de justice comme Spider-Man se sert de sa toile pour se balancer d'immeuble en immeuble en s'accrochant aux perches qui sortent des immeubles. Mais le jeu est tellement généreux, c'est fou, quoi. C'est vraiment la remarque que je me fais régulièrement. On s'occupe d'une nouvelle infraction publicitaire, et là, le mystérieux étranger nous rappelle à nouveau, toujours sur la fréquence de la FPS, et il nous rencarde dans une rue déserte qui est embrumée, pas très loin de là. Le type a l'air super louche, ça suscite beaucoup de suspicions de la part de Hayley, mais Death se rend quand même au lieu de rendez-vous que lui a fixé l'inconnu. Et là, on bascule dans une ambiance film noir avec une musique jazzy de l'époque. Et on fait la connaissance de Hurluberlu au visage masqué, celui-là même donc qui se trouvait sur l'écran titre. Il dit s'appeler Deep Coat, référence à Deep Throat, l'informateur secret du Watergate. Du Watergate. Deep Coat. Il nous révèle que les publicités ternes sont l'œuvre de l'entreprise Bauhaus Inc., dont le CEO n'est autre que Hugo Bauhaus, et que ce dernier semble avoir subi un délavage de manteau. Donc délavage de manteau qu'il faut comprendre comme lavage de cerveau. Il s'intéresse également à la provenance de notre Fab Slap, et Death lui dit que c'est un cadeau de la fondation Taunchkorn, et Deep Coat en prend bonne note, et il filoche sur un monocycle électrique. Il a la classe aussi. Donc pour Death, maintenant, il s'agit de se rendre au siège de Bauhaus Inc. J'ai une question. Est-ce que ce sont des zones très ouvertes pour chaque mission ? Est-ce qu'on a accès à l'ensemble de la ville ou bien il y a quand même une notion de linéarité un petit peu ? Dans ces premiers niveaux, donc on est sur quelque chose qui est relativement linéaire, quoiqu'il y a déjà un peu de backtracking avec ces zones qui sont bloquées par un ruban. Donc là, il faut un petit peu se promener. Et puis, ne serait-ce que pour trouver les secrets, quand même un petit peu de recherche. Mais globalement, on n'est pas trop perdu. Et aussi, on est sur quelque chose qui est très horizontal. On poursuit. Et à la sortie d'une échoppe de cigarettes électroniques Vaponation, on croise un nouveau criminel, le pantalon tombant, qui a l'outrecuidance de nous montrer son caleçon rouge à pois blanc aux yeux de tous. Et il nous attaque en nous vapotant dessus. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on lui réplique en le fouettant avec notre ceinture de justice, ce qui a pour effet de faire apparaître comme par magie une ceinture pour relever et resserrer son jean. Et la magie ne s'arrête pas là, parce qu'une fois embrayé, eh bien, il ne vapote plus, il fait des bulles de savon. C'est très moral comme jeu. Il y a quand même... Alors, moi, ce qui termine, et j'espère que c'est exactement ce que j'ai bien entendu, c'est que j'entends caleçon rouge à pois blanc. Oui. Alors que moi, généralement, j'imagine beaucoup plus un caleçon blanc à pois rouge. Et là, pour moi, c'est presque une faute de goût. Presque. Mais Pour mon standard, qui, je le comprends, n'est pas celui de notre cher Death. non, mais Maki, si tu es notre invité aujourd'hui, c'est bien parce qu'on sait que tu es quelqu'un de goût, une personne qui a très bon goût. Merci beaucoup. J'espère que je recevrai pas une attaque de la ceinture de justice. Mes pantalons tiennent bien, je vous assure que je n'ai pas besoin de ceinture. C'est totalement indolore. Ce que j'avais cru comprendre. On poursuit avec une séance de voltige avec notre fameuse ceinture grappin au-dessus de ruelles aux odeurs nauséabondes. Là, on voit une vapeur qui s'en échappe. Et puis, on arrive sur la place de la pub. On switch du colorisateur au tailor-made en passant par la ceinture de justice, et bien pour transformer tous les délinquants de la mode qui s'y trouvent. Et voilà, on les retransforme en fashionistas de gala. Et on arrive enfin au pied de la tour de la Boss Inc.,
on active la Fab Slap et hasta la vista baby, paf paf paf, on soufflette tous les ennemis qui se trouvent devant et c'est l'heure du défilé. Donc c'est bon, là vous avez un petit peu aussi intégré, vous avez vu cette nouvelle mécanique qui est assez sympa en fait, qui est de switch d'armes en fait. C'est une logique un peu de pierre feuille ciseaux où globalement il faut quand même reconnaître à qui on a affaire et selon l'ennemi, eh bien on va utiliser l'arme appropriée pour le neutraliser, sachant que ça va évidemment un petit peu se complexifier et se densifier au fur et à mesure du jeu. Oui, j'imagine que pour certains ennemis, il va falloir utiliser une arme puis une autre et à faire des combinaisons. Ok. Ce que je trouve intéressant, c'est la ceinture de justice, puisque de ce que tu nous expliques, Bigot, ça a l'air d'être que tu peux faire plein de choses avec ça. Et donc, je sens que dans une situation de panique, où normalement t'aimerais bien avoir un bouton de panique, là c'est le bon switch qu'il faut que tu trouves, utiliser la ceinture au bon moment, rechanger avec le colorisateur, rechanger avec le tailor-made. Et donc, je sens qu'il doit y avoir à la fin il doit y avoir une grammaire qui doit être très plaisante à jouer. Je sais pas si elle est très pertinente, mais... Vraiment, la ceinture de justice, pour le coup, elle est vraiment très rassurante, parce que, si tu te souviens, on la tient de l'autre main. Et ce qui fait que, systématiquement, on la tient tout le temps en main chargée. Et qu'est-ce qui se passe si on arrive au bout de nos points de swag? On doit recommencer la mission, j'imagine, où il y a des checkpoints, peut-être? Il y a des checkpoints, alors c'est pas c'est points de swag et points de vie, hein. Les points de swag se rajoutent dessus, hein. C'est les points d'armure, mais il y a quand même pas mal de points de sauvegarde automatique. 3e mission, le titre est tout fait, Like a Boss, où on va se confronter à Hugo Boss, qui n'est d'autre que le premier boss. Le boss. Ascenseur, dernier étage, long couloir qui mène au bureau du boss. Et il y a des immenses lustres en cristal au plafond auxquels on peut s'accrocher pour se balancer avec notre ceinture de justice. Et alors là, il y a un easter egg sonore qui est jubilatoire, puisque quand on approche du bureau, on entend Hugo Boss se frapper la poitrine, comme le personnage de Mark Hanna, vous savez, qui est interprété par Matthew McConaughey dans Le Loup de Wall Street. Oui, tout à fait. Là, où il se tape le poitrail comme ça. Comme ça, là, ouais. Ah, super. Waouh. On ouvre les portes du bureau et nous voici face à Hugo Boss, donc le PDG de Boss Incorporation. C'est totalement le sosie de Kingpin. Vous savez, là, l'un des grands méchants dans l'univers de Spider-Man ou Daredevil. Une espèce de colosse, un type gigantesque, musculeux, avec le crâne dégarni. Donc c'est vraiment l'archétype de l'homme d'affaires, avec, là en l'occurrence, il a un costume et un visage très terne. Et donc, le boss, il va nous attaquer en alternant 2 phases. Une phase d'attaque et une phase de défense. Donc, pendant la phase d'attaque, il va sauter depuis son bureau et essayer d'atterrir sur Death pour l'écraser. Et puis, il va lui balancer des lingots d'or qu'il sort de sa mallette. Et dans cette phase, donc, on peut l'attaquer avec le colorisateur. Et en phase de défense, là, le boss, il sort 4 sbires de sa mallette, 4 costumes larges, et il s'en sert de bouclier humain pour se protéger. Et donc là, c'est des costumes larges, donc là, il faut retoucher les sbires avec le tailor-made pour bien ensuite réattaquer Hugo Boss avec le colorisateur. Et si on attaque les sbires avec le colorisateur, ça ne fait rien. Et non. Chaque arme a voilà, c'est ça, il faut s'adapter en permanence. Ah, ça, c'est super. C'est vraiment super parce qu'il y a un côté puzzle un petit peu qui me plaît beaucoup. Au milieu du combat, petit changement, il tire une sonnette d'alarme, alors c'est carrément un sifflet de locomotive à vapeur qui accroche au bureau. Et là, ça invoque une vague d'ennemis de toutes sortes. Donc là, il y a les trottinettes qui arrivent. Et il faut rembarrer chacun d'eux avec les armes appropriées. Et puis, on peut esquiver en se balançant de lustre en lustre. D'où l'intérêt de les avoir placés dans le couloir avant pour immiscer cette idée-là aux joueurs avant qu'ils se retrouvent dans le feu de l'action. Bon an, mal an, mais avec élégance, on parvient à redonner le style et le smile à Hugo Boss. Fin de mission, et là, on a le défilé avec Hugo Boss, converti en Happy Manager, qui fait le show en jetant des liasses de pognon au public en délire. Mais c'est ça, c'est le happiness management, c'est ça qu'il fallait. Finalement, c'est du team building. Sacré team building. Il faut peut-être qu'ils discutent un petit peu après avoir été utilisés comme bouclier humain par leur propre boss contre un membre des forces de l'ordre, mais bon, avec un peu de discussion.
Faut bien communiquer, quoi, c'est tout. Au passage, je signale que à la fin de ce niveau-là, on débloque une des tenues spéciales de Death, donc qui permettent notamment d'avoir des capacités spéciales, augmenter ce point de swag, ses points de santé, être capable de tirer plus vite. Il y a plusieurs tenues particulières qui confèrent des capacités spéciales à Death, mais dans le cadre de ce racontage, je n'en parlerai pas des masses. C'est dommage parce que dans un FPS, on voit pas vraiment les tenues finalement. C'est un peu contre-intuitif le fait d'avoir des tenues parce qu'on les voit jamais en jeu, quoi. C'est vrai, tout à fait. Oui, je n'avais pas pensé à ce point-là, mais c'est vrai, tout à fait. Et le Fab Slap, ça change l'angle de la caméra ou Non. ça crée une cinématique? Non, tu as vraiment Ok. juste, tu vois le gant avec la mitaine, vraiment, tu as l'impression d'avoir la fameuse main de Michael Jackson avec son gant en diamant. Et donc, il y a ce côté par contre, très speed du fait que quand tu targetes un ennemi, en fait, tu te téléportes devant lui. C'est-à-dire que tu peux avoir des ennemis, en fait, qui sont sur un balcon, et là, donc, tu te retrouves face à lui, et hop, attaquer. Ah oui, c'est vraiment Dishonored en fait. C'est des ce que je dashs. me disais. Ok. Bon, alors, vous avez vu là tous ces noms de marques de luxe qui sont pastichés là comme Hugo Boss. Et puis, voilà, je sais que vous avez un goût raffiné, que vous avez un attrait pour les pareurs de mode. Hein. Il y a qu'à voir toi, Maki, avec le style ravageur de ta Fursona Rear Monkey. Hein, Oxido, ton attrait pour les vétisphères de FFX2. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller écouter l'épisode où on raconte ce jeu. Et donc, je vais vous proposer un petit jeu que j'ai intitulé Mode ton jeu. Et dans ce jeu que je vous propose, il faut trouver des amalgames de noms de jeux vidéo mélangés avec des noms de marques célèbres de mode ou de luxe. Et ça, pour le deviner, ça va se faire à partir d'une phrase énigmatique que je vais vous donner qui contient à la fois un indice sur le jeu et sur la marque qu'il faut deviner. Est-ce que vous êtes prêts ? D'accord. Première phrase énigmatique. Quand Lara vide son sac. Lara. Donc Lara, c'est Tomb Raider. Lara Croft, donc Tomb Raider. Elle vide son sac. Une marque de sac célèbre. Une marque de sac. Louis Vuitton Tomb Raider, non. Non, waouh. Deuxième phrase. Tout ça pour un carré de Tiberium. Ah, donc c'est dans Command & Conquer. Pour un carré de Tiberium, donc ça serait genre carte d'or. Non, les c'est carrés, quoi, les carrés avec une marque célèbre derrière, carré. Hermès, carré Hermès. Command & Conquer Metz. Oh là là, j'ai du mal. Allo Macche. Oh, À l'italienne. Ouais, donc c'est italien. Allo. Gucci. Call of Gucci. Ali, parce qu'il le vaut bien. Voilà, parce que je le vaux bien, c'est Dior. Non. L'Oréal. L'Oréal, pardon, c'est L'Oréal. L'Oréal, et ensuite... Ali. Ali. Ah, Allez. Aladdin. L'Oréal Aladdin. L'Oréal Aladdin. Oui, je l'avais. J'adore jouer à Colin Maillard dans les bois. Ok, donc c'est Dior. Alors ça, j'adore, c'est Dior. Dior. Par contre, Colin Maillard dans les bois. Ah, Ori. Diori. Diori and the Black Forest. Dernière, vous inquiétez pas, la torture reviendra un peu plus tard, mais le dernier de cette série, Souls Like Coco. Donc Coco Chanel. Ouais. Chanel Den Ring. Bravo! Oh, mais... Ah là là, Bravo, c'est bravo. bon. Je suis qualifié, c'est bon. C'est bon. Oh là là, ça m'a demandé tout. Un peu hein. diesel, on est un peu diesel, mais on s'y met à un Oui. moment. Et, On laisse est à fond. mijoter tout ça et ça On revient laisse en reposer pire un peu. dans quelques temps. Parfait. Revenons au Oh jeu. là là. Donc je vous rappelle qu'on est sur un jeu beaucoup plus sérieux donc, que ce jeu-là qui vient de se passer. Bien sûr. Et donc là, changement d'ambiance, puisqu'on passe des quartiers d'affaires au quartier résidentiel chic de Trendopolis. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si on était à Paris, vous savez, avec les immeubles haussmanniens, des jolis petits squares et tout ça. Oxido, tu en parlais tout à l'heure, là, mais changement aussi de type de niveau, puisque là, on va être davantage sur la verticalité
Et aussi, ça va davantage se jouer en intérieur. Je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que le premier niveau était quasi exclusivement en extérieur. Et dans ces beaux quartiers, on va commencer par faire la connaissance de 2 nouveaux criminels de la mode. Accrochez-vous. On a d'abord les Karen, qui portent une robe en sac de pommes de terre. Elles se promènent en hurlant des insanités et elles essaient de nous asperger avec leur spray au poivre. Ok. Et comme si elles n'étaient pas assez insupportables, eh bien les Karen, figurez-vous qu'elles peuvent sauter à 4 mètres de haut et voler en se servant de leur spray à poivre comme d'un propulseur. Oh, c'est génial. Et ça crée des traînées de gaz toxiques qui sont aussi dangereux, un petit peu comme du poison. Juste une question. Quel est leur crime? Ah bah là, c'est une faute de goût. Et puis, le sac de patates est porté très large, en fait. Il n'est pas du tout, ajusté à leur taille. Et donc, justement, il va s'agir de transformer les Karen en top modèle. Et pour ça, on va utiliser le tailor-made, les bombardants à distance. Autre ennemi, donc je vous ai dit qu'il y avait bien 2 types d'ennemis qui font leur entrée dans ce niveau. Eh bien, ce second ennemi, c'est le touriste allemand. Et alors là, le touriste, lui, nous attaque à coups de flash photographique. Et ça a évidemment le même effet, vous savez, que les grenades aveuglantes qu'on peut avoir dans Counter-Strike. Et pour neutraliser les touristes, on a une nouvelle arme qui sont les nains de chaussettes. Oui, les nains de chaussettes, ou les sock gnomes en anglais. Et là, ça, c'est des petites créatures qu'on peut lancer sur nos ennemis, comme des grenades, qui vont courir, c'est se figer au pied des ennemis, donc là, en l'occurrence, du touriste. Et donc, en envoyant 2 nains de chaussettes sur un touriste, eh bien, les 2 nains vont détricoter les chaussettes de chaque pied. Et donc là, quand même, au moins retirer les chaussettes, on garde les sandales, mais au moins, il n'y a plus les chaussettes aux pieds des touristes. Oh là là. On enchaîne sur du platforming, on se balance de terrasse en terrasse, on bondit sur les auvents et les devantures de magasins, on est toujours épaulé par notre équipière Hayley et on a toujours les tuyaux de ce bon vieux Deep Coat. On ne pourra jamais jouer Hayley, ce sera toujours Desmond. Non, c'est vraiment jeu solo et uniquement avec Death. Donc je parlais de Deep Coat qui nous donne des bons tuyaux, mais il se trouve qu'au fil des niveaux, eh bien les conseils de Deep Coat sont de moins en moins fiables. Pire, en suivant certains conseils, on se retrouve de plus en plus fréquemment dans des embuscades. On sentait qu'il y avait anguille sous roche avec Deep Coat. Mais bon, on tirera ça au clair plus tard, car pour l'heure, déjà de nouveaux criminels entrent en jeu. Les costumes étriqués. Alors ils se téléportent d'un endroit à l'autre et ils balancent des tablettes électroniques avec leur CV qui explose. Et pour les arrêter, il faut utiliser la seconde fonctionnalité du tailor-made qui est la grenade textile. Et donc, quand on leur tire une grenade textile, en fait, ça les emprisonne un petit peu comme dans une toile et ça les fige. Et après, eh bien, on peut les ajuster avec notre tailor-made pour leur faire un costard sur mesure. On va aussi avoir affaire au sinistre manager sous le même costume, 2 costumes tristes qui sont empilés l'un sur l'autre. Donc, évidemment, il est plus costaud et plus dangereux qu'un simple costume triste. Donc, il balance pas 1, mais 2 mallettes d'affilée. Ah, ces jeux de combat décalés comme ça me fait aussi penser à River City Girls, par exemple, où on a aussi ce décalage avec les personnages, les ennemis et tout ça. Tout à fait. Ouais, le fait que ces jeux-là, en fait, soient très généreux dans leur présentation, ça fait que dans un speedrun, ça marche extrêmement bien puisque tu montres le jeu et c'est pratiquement l'expérience que tu vas avoir avec le jeu. C'est vraiment regarder, c'est ce jeu qui est absolument incroyable, il faut absolument que vous le regardiez. Et même si t'avais le stream t'avais le stream muet, tu vois ce qui se passe à l'écran et tu fais non mais attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut absolument que je mette le volume. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a une avalanche de couleurs. Et tu crois pas si bien dire, parce que pour ma part, ce jeu, je l'ai découvert en faisant le commentaire du speedrun à une Games Done Quick en compagnie de Sir Tank. Mais c'est un de mes plus grands kiffs de commentaires ever. Let's go. Incroyable. On mettra le lien en description pour aller voir le commentaire. Avec plaisir. Hop, donc je vais beaucoup plus vite, je vous donne plus les numéros d'émissions, je les enchaîne un peu plus vite évidemment. Mais là, donc dans les missions qui suivent, on va délaisser les quartiers chics pour le réseau de métro souterrain avec, là aussi, changement de level design, avec des couloirs étriqués.
les niveaux dans ces souterrains, ils sont bourrés de passages secrets. Il y a des conduits d'aération qu'on peut explorer. Et alors, là aussi, ils ont vraiment pensé à plein de choses. On parle de générosité, mais d'ingéniosité aussi, puisque c'est des conduits qui sont extrêmement luxueux. Ils sont plaqués or, ça étincelle de partout. Et puis alors, il y a des vocalises harmonieuses un peu qui résonnent dans ces conduits-là, comme si on était en train d'atteindre les portes Nirvana. du paradis ou le nirvana, voilà. C'est totalement cet esprit-là. Maintenant, vous connaissez le leitmotiv. Qui dit nouveau niveau dit nouvel ennemi, et qui dit nouvel ennemi dit nouvelle arme. Donc dans le métro, on va faire la connaissance du flambeur. Et on va devoir le combattre, vous allez voir, avec une arme tout à fait savoureuse que je vais vous dépeindre juste après. Mais bon, pour ce qui est du flambeur, comme son nom l'indique, il porte une tenue au motif flamboyant. Et comme son nom l'indique, le flambeur nous attaque avec des jets de flammes. Et il a 2 types d'attaques. Ah. Le pilier de feu. Donc là, il projette 3 piliers de feu au sol. Et il y en a un notamment qui surgit sous les pieds du joueur. Donc il faut se déplacer pour pouvoir l'esquiver. Et puis il a une deuxième attaque qui s'appelle l'anneau de feu. Où là, il projette un anneau de feu. Il a aussi une petite variation. Soit il l'envoie en fait au ras du sol. Donc là, pour l'esquiver, il faut sauter. Soit il l'envoie à hauteur de tête. Et là, pour l'esquiver, il faut se baisser. Et ça, c'est un ennemi commun, c'est pas un mini-boss. Non. Et il est très très compliqué, Ouais. mais il est d'une sophistication assez folle. Là, il a 3 attaques. Et en termes de sophistication, quitte à pousser les potards aussi à fond dans le domaine du feu, bah figurez-vous qu'en fait, les flambeurs, avant d'attaquer, ils poussent des wololos, vous savez, les prêtres, le Oui. cri des prêtres de Age of Empires. Et quand on les libère, ils miment la célébration de la victoire de Dalzim, vous savez, dans Street Fighter 2. Ah oui, les deux, les paumes jointes. Eh oui. Yoga Fire. Ah, je l'aime. Et donc, pour éteindre les flambeurs, on va utiliser un nouveau gadget, qui est une sorte, en fait, de lance adoucissant, que j'appellerai, alors c'est ni le nom en français, ni le nom en anglais, mais que j'avais appelé le Dripomatique. Alors, le Dripomatique, comme la plupart des armes du jeu, il a plusieurs fonctions. Et même s'il n'atteint pas la ceinture de la justice, il se pose là quand même. Puisque donc, première arme, un tir de base, c'est un jet qui est semblable à celui d'un lance-flamme, vous voyez ? Un jet avec un spray assez large, mais assez courte portée, donc qui permet d'éteindre les incendies que les flambeurs en fait aussi disséminent dans les niveaux. Quand on utilise ce tir principal, on va faire monter la pression du diplomatique et on augmente en fait la jauge, justement c'est pour ça que je l'appelle comme ça, on augmente la jauge de drip. Et une fois qu'on a accumulé bien suffisamment de drip, on peut relâcher la pression, ou plutôt attaquer sous pression, en enclenchant le tir secondaire, et là le dripomatique ça devient une mitrailleuse. Et là on a un jet avec un faisceau très resserré, avec une super longue portée. Eh mais c'est Super Mario Sunshine ou quoi? Et même, ça m'étonne que tu n'en aies pas parlé Oxido, parce que ça fait partie d'une de ses fonctions, c'est qu'en fait aussi il va pouvoir me permettre de nettoyer des murs de métro pour révéler des secrets. Power Wash Simulator. Eh bien sûr, on a aussi cette dimension-là qui intervient. Mais ce n'est pas tout. Génial. En arrosant, en savonnant le sol avec le dripomatique, on va rendre le sol glissant. Et en marchant dessus, eh bien Death va pouvoir accroître sa vitesse de déplacement et sauter encore plus loin. Et tu en parlais, Maki, là, en speedrun, une fois qu'on a le dripomatique, c'est la fête. On en abuse à fond les ballons. Il y a un nombre de glitches et d'OOB qu'on peut réaliser grâce à cette arme qui est complètement fou. Un autre adversaire arrive, l'exhibitionniste, le flasher, qui lui eh bien, porte un manteau qui va ouvrir survêtissement pour exposer son style vestimentaire douteux. Donc soit il commet une faute de couleur terne, soit une faute de couleur flashy. Et donc au début on ne sait pas trop quelle erreur on va devoir corriger. Et tant qu'il a son manteau fermé, il est invulnérable. C'est hilarant parce que je m'apprêtais à presque t'interrompre en disant bon bah l'exhibitionniste c'est quoi son crime? Et en fait on sait pas. C'est pas clair. Faut attendre. Il faut attendre. Ouais. Donc là c'est pareil, hein, c'est vraiment très très chouette comme principe de se dire à la point d'interrogation, et donc on est là en train de switcher entre bien quand c'est terne, je vous rappelle c'est le colorisator, et quand c'est flashy c'est plutôt c'est l'autre fonction du le décolorisator qu'il faut utiliser.
Death poursuit l'exploration des arcanes du métro. Il esquive donc bien les flammes et les rames de métro. Donc on lessive les flambeurs, on rhabille les exhibitionnistes pour la saison. Et puis au bout de ce dédale de tunnel, au terminus d'une voie désaffectée, on tombe sur un ascenseur. Ni une ni deux, on monte dedans. Où est-ce que cela peut bien nous mener ? On arrive dans une pièce immense. C'est une sorte de salle de surveillance avec des écrans géants et des serveurs d'ordinateurs. Au milieu de la pièce, suspendu à un cintre en or, on trouve une pièce de collection. C'est le manteau éblouissant de la collection Kugigagi de 1988. Waouh. Malgré la mise en garde de Hayley, Death ne peut résister et touche le fameux manteau. C'est un piège. Aïe. Il se retrouve entouré par des rubans. Deepcote arrive, le traître. Ah là, je le on le sentais. sentait. Mais non, Aïe. Deepcote n'est pas un traître, car ce n'est pas Deepcote, mais Turncoat, qui a usurpé l'identité de son frère pour nous tendre un piège. Et alors là, on assiste à une série... C'est le jumeau maléfique. Et alors là, on assiste à une série de plot twists à base d'anagrammes, puisque Turncoat révèle son vrai visage, celui de Runcoat, puis montre enfin son véritable vrai visage, celui d'Artoncut. Waouh. La cascade. Ça n'arrête pas. Artoncut, donc qui est le célèbre couturier. Bon, le sprite du perso, bon, c'est vraiment du plagiat, c'est un sosie de Karl Lagerfeld, mais intégral. Et donc, figurez-vous que Turncoat, alias Runcoat, alias Artoncut, il cherche à se venger de son frère, Deepcoat, car il était le second de la fratrie et il n'a jamais eu de vêtements à lui, puisqu'en fait, chaque fois, il héritait des vêtements de son frère aîné. Et donc, il a toujours été démodé de 6 mois, rendez-vous compte. Aïe. La jalousie. Il a vécu toute sa vie dans la honte. Et bon, à train de police, si on n'est pas dans l'air du temps, c'est une souffrance atroce, insoutenable, et donc il souhaite à se venger de la ville entière. Surtout, c'est illégal, a priori, parce qu'on est poursuivi par les flics immédiatement. Oui, il a été quand même vachement précarisé, donc... Turncoat nous laisse là, en pâture, avec le second boss du jeu. Alors, accrochez-vous pour son nom. C'est XX underscore Uwu underscore Senpai underscore Swagman underscore XX. Oh, waouh. On dirait mes anciens pseudos sur MSN. Sur Skyblog, non? Sur Skyblog, oui. Donc, Swagman, en abrégé, aussi surnommé Son of a Glitch. Alors, c'est un hacker, alors pas du tout éthique, une caricature de troll d'internet. Ok. Alors là, les références, il va mixer mais une tonne de symboles de la pop culture, de la culture geek. Pour donner juste une idée de sa première apparence, donc il a un trench coat et des lunettes de soleil noir façon Neo de Matrix. Dans une main, il a un sabre laser mais qui a la forme de l'épée de Cloud de FF7. Oui, d'accord. Et dans l'autre, il a un bouclier qui ressemble à l'armure de Dark Vador. Vous voyez le truc ? D'accord. Et donc le combat face à Swagman, ça va alterner entre 2 types de séquences. Il va y avoir les séquences où on va se battre directement contre lui. Donc là, souvent, soit il voltige autour de nous, soit il tourne autour de nous en courant avec la Naruto Run. Et puis il nous attaque avec son sabre laser en nous lançant des ondes sinusoïdales, des ondes d'énergie. Et ça va alterner ce type de séquence-là avec des séquences à l'intérieur des méga serveurs dans lesquels Swagman va nous piéger. Donc il y a 3 terminaux qu'on va pénétrer dans chacun de ces terminaux-là. Donc le premier, changement d'ambiance incroyable, on est dans un univers un petit peu, vous voyez, Tron. Ah oui. Et là, donc, on doit progresser. Donc, il faut utiliser le dripomatique, en fait, pour prendre de l'élan et progresser. On pourchasse une tête, en fait, qui ressemble un petit peu à la tête de Andros. Je crois que c'est dans Starwing, vous voyez.
un petit peu ce type de personnage. Ou aussi peut-être une référence au maître contrôle principal de Tron, justement, qui a aussi un peu une tête d'Andros. Oui, c'est ça. Ensuite, je passe directement, enfin je vais enchaîner les 3 séquences de terminaux, mais dans la seconde, on est dans un univers à la Wolfenstein 3D, sauf qu'en fait vous enlevez les sprites démoniaques par des têtes de nice guys qui nous balancent leur sourire extra bright, qui nous balancent des boules de swag en fait, donc il faut éviter ça. Et le 3e terminal, donc on doit éviter des coups de banhammer et on doit arroser des circuits imprimés avec notre tripomatique pour faire complètement exploser le système. Je vous passe les références, mais il y a même un passage où Hayley nous parle à un mode codec de MGS, où on voit la tête de Hayley et puis la tête de Death dans l'équivalent de Snake. Des références à Megaman, au Soprano même. Enfin bon, ça, ce boss est complètement fou. À la fin de l'affrontement, on assiste à la mise en bière de Swagman, donc dans un cercueil. Il y a la chanson Sad Romance de Ji Pyong-kyung qui retentit, et il est absorbé avec un écran bleu dans les machines. Et là, vous vous souvenez, fin de niveau dit défilé, il est dans un cercueil, oui. Donc évidemment, on a droit à une coffin dance. Comme si ça suffisait pas, Swagman sort du cercueil, et là se met à claquer une danse à la Gangnam Style sur le podium avec la foule en liesse. Ouais. Mais alors, je sais pas si c'est une intuition ou si c'est réel, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeux, notamment de jeux indés, qui jouent comme ça sur les références à la pop culture, à la fois qui vont revenir aux années 80, mais même 2000, 2010, au même, etc. J'ai l'impression que c'est très en vogue, non ? Enfin... Moi j'aime beaucoup le concept, j'aime bien quand c'est saupoudré suffisamment que ça, il y a des zones de mon cerveau qui s'activent. Là par exemple, bon, je donne un exemple au hasard, mais la Akira Pose, c'est toujours ce petit moment de je me souviens de ça. Mais là, ça fait tellement de références, enfin j'ai entendu tellement de références là jusqu'à maintenant, c'est vertigineux. Mais j'aime bien quand c'est pas forcément souligné, tu vois, quand il y a la petite ref, mais il y a pas un autre personnage qui va dire mais tu fais comme Snake dans Metal Gear Solid. Non, tu vois, tu l'as ou tu l'as pas, mais je suis complètement d'accord. C'est le plaisir de l'Easter egg un peu. Hein, ouais. Bon, on approche du dénouement final, mais juste avant de découvrir le fameux de l'histoire, on parlait d'amalgame. Et pour reprendre notre souffle, évidemment, on va reprendre notre fameux jeu, mode ton jeu. Et là, en plus, je vous ai fait des familles d'amalgame qui se ressemblent dans leur structuration. Donc là, pour les 2 premiers, vous allez pouvoir les deviner à partir de slogans détournés de marques de sport. Ok. Première phrase. Alors d'ailleurs, j'ai mis 2 slogans. Un slogan plus ancien, un slogan plus récent. Donc c'est « La victoire est en botte » et Impossible is boating. Impossible is nothing, c'est pas Adidas. C'est Adidas. Adidas trop bot. Bravo. Just do the path of pain. Holo Nike. Wow. Net, sans bavure, bravo. Alors, famille, des 3 suivants, c'est des slogans détournés de parfums de marque de luxe. Ok. Le premier. Eau de BD, le parfum de Sketch Turner. Alors Sketch Turner, c'est Comic Zone, ça. Ouais. Long Comic Zone. Long Comic Zone. Let's go. Long Comic Zone. Deuxième parfum. Center Ninja, le parfum de Joe Musashi. Ok, donc ça c'est Shinobi. Je pense que c'est Givenchy Nobi. Alors, essence de sport, le parfum de Melissa Pierce. Melissa Pierce, c'est un personnage de jeu vidéo ? Ouais. Ah, j'ai pas ça, Melissa Pierce. Je l'ai pas. Si je vous dis Parasite. Parasitev ? Ouais. Oh ! Parasitev. Et en anglais, ça donnerait, en prononciation anglaise... Parasitive. Positive. Yves. Rocher ? Parasite Rocher. Ça marche aussi. Ça marche aussi. C'est pas ça. Putain, je crois que c'était ça. C'est un autre. Parce que sinon j'allais dire. C'est un autre Yves, mais c'est ça. C'est un autre Yves. Yves Laurent. Hein ? Oui, c'est ça.
Tu l'as, je crois. Parasite Yves Laurent. Non, il manque un mot, mais oui, tu y es presque. C'est très presque. Saint-Laurent. Voilà. Ah, Parasite Yves Saint-Laurent. Saint-Laurent. Parasitif Saint-Laurent. Bon, le dernier. Le dernier, vous savez que c'est ma spéciale. Si vous suivez Total Regal, c'est dans la famille des Dash 2 en 1. Donc là, il y a 2 noms de marques dans un nom de jeu. Oula. La phrase énigmatique est « Quand le diable s'habille en rappeur ». Quand le diable, c'est... Donc attends, il y a un nom de jeu avec 2 noms de marque. Jet Set Pradaio. Non, mais Oh, c'est bien. mais c'est pas mal. Ok. Mais Prada est dedans. Ouais, ok. J'ai une idée. Vas-y. Mais attends, j'ai qu'une marque. Vas-y. J'ai Prada Papa, The Rapper, non? Un truc comme ça. Non, j'ai pas le deuxième. Prada pas Zarapper. Oui, bravo. C'était ça. Bravo. Oh là là, mais vous êtes trop fort. Revenons au jeu, qui malheureusement aussi monte en niveau, lui aussi, dans la louverie. Et donc là, eh bien, l'aventure, elle va se poursuivre en bord de mer. Là aussi, évolution du level design avec des niveaux beaucoup plus, espace ouvert. A fortiori, beaucoup plus que le métro que l'on avait juste avant. On est sur quoi? On est sur une plage Santa Monica, Californie. On va avoir un peu de ça, mais il y a quand même des buildings qui sont très présents, vraiment plutôt croisette. Encore du lore, avec 2 nouveaux criminels, les Spudos, puisqu'ils portent un slip de bain, bien trop moulant évidemment, et des crocs aux pieds. Et donc, ils vont sauter sur nous pour nous asséder des coups de serviette mouillés, et ils ont 2 barres en fait de vie, puisqu'il faut les appréhender à la fois avec les nains de chaussettes, et aussi avec le tailor-made. Les nains de chaussettes qui s'occupent de leurs crocs et le tailor-made qui s'occupe de leurs maillots trop serrés. Et le deuxième ennemi aussi qui fait son apparition ici, c'est le DJ Too Loud qui se déplace, elle, en overboard, en diffusant plein de volumes à fond les ballons, à fond les décibels. C'est du dubstep un peu infernal. Elle a une boombox avec elle. Elle a en fait une jupe tutu qui est composée d'énormes caissons de basse. Oh. C'est en fait une unité de soutien, puisqu'elle va pouvoir soigner ou alors booster ses camarades démodés avec son gros son. Et elle a aussi une attaque de zone. Mais attends, si je peux me permettre, elle a déjà la classe. Elle est fashion quand même. Non, elle a une faute. Elle fait une faute de goût aussi. Quand même. Mais c'est une faute de d'ouïe. Ah, d'accord, ok. Too loud, DJ Too Loud. Elle basse boost trop. Et ouais. Je connais ça. On est sur les mécaniques classiques que vous connaissez, mais aussi, eh bien, ces niveaux-là vont proposer des nouvelles séquences de gameplay, à savoir des séquences de tir en mode sniper. Puisque parfois, on va être appelé par Hailey pour se poster au sommet d'immeubles, et Death va être chargé d'éliminer des fauteurs de troubles qui tentent de s'infiltrer dans un gala de mode. Donc on a le tapis rouge, on voit les limousines arriver, et nous, on est en mode sniper, donc on peut zoomer, dézoomer. On a un fusil sniper qui a différents types de balles pour différents types de crimes. Donc, soit les cheveux en bataille, soit les cardigans qui sont mal ajustés, des claquettes chaussettes, toujours. Et donc, il faut choisir la balle appropriée pour corriger soit la tête décoiffée, soit les jambes avec le pantalon trop grand. Et il faut viser juste aussi au niveau, soit la tête, soit les jambes, soit le buste ou le pied, selon là où la faute de goût est commise. Donc, c'est du grand classique de FPS, ce type de séquence. Mais là aussi, je trouve ça vraiment très marrant de voir comment ça a été adapté à la mode Fashion Police Squad. Autre séquence, pareil, qui est du grand classique de FPS, mais qui a été revue à la sauce Fashion Police Squad, eh bien, c'est qu'à la fin de ce niveau balnéaire, on a une fin, mais en apothéose, avec une séquence de rail shooter, avec une course-poursuite sur le boulevard de la plage. Et donc là, on a Hailey qui est au volant de la voiture de police, et puis on a Death qui est sur une tourelle avec un canon qui est équipé sur la voiture. Et là, vraiment, c'est complètement épique. On est attaqué de toutes parts. Donc nous, on est avec notre mitrailleuse. On a aussi un bouclier amovible qui peut se mettre là pour parer les coups. Et évidemment, les ennemis, ils sont dans des Porsche ou des Ferrari, mais qui sont rayés ou grisonnantes, et donc on les bombarde et on n'éclate pas les véhicules. Évidemment, on les transforme. On les pimp, on fait Pimp My Ride. C'est ça, c'est du tuning en live.
Et donc on est là, on poursuit Deep Coat qui nous amène en fait jusqu'à un pont qui est en train de se lever. Avec notre voiture aussi, on décolle et on vient se planter dans un paquebot qui est au milieu de la baie. Ce paquebot de croisière qui est luxueux, élégant, eh bien ce seront là que se dérouleront les dernières missions du jeu. Transition toute trouvée vers ces derniers niveaux, donc dans une nouvelle fois cette ambiance, la croisière s'amuse. Là aussi, un step-up incroyable dans le level design, puisque on va avoir une salle des machines, donc une salle des machines qui fait chaud, faut faire attention, il faut que vous imaginiez que vous êtes dans le cœur d'un volcan, c'est-à-dire qu'il y a de la lave par terre. Il y a aussi un terrain de golf qui est intégré dans le jeu. On peut rebondir sur les auvents, les parasols, ça comme on le faisait avant, mais il y a aussi des bateaux pneumatiques, vous savez, de sauvetage. Et pareil, on peut, avec notre dripomatique, sauter de passerelles et puis rebondir sur les bateaux pneumatiques et puis progresser. On fait face à l'ultime ennemi, au sens sbire dans le jeu, ce sont les combis latex. Alors ça, c'est des personnages qui sont évidemment en tenue de fétichistes, tout en latex. Et ils nous attrapent en fait avec une chaîne, comme ils s'en servaient dans le lasso, et ils nous tirent à eux, donc ça nous met des dommages. Et puis si on arrive au cac, ils nous mettent un taquet encore plus important. Les combis latex, ils aiment les coups de ceinture. Et donc quand on va vouloir asséner un coup de ceinture à un adversaire, ils vont se téléporter en fait pour prendre le coup à leur place. Ça leur rend même de la vie. Donc évidemment, il faut d'abord gérer les combis latex avant de s'attaquer au reste de la troupe, puisqu'en fait ils en quelque sorte ils opèrent un petit peu comme des protecteurs, des boucliers pour les autres ennemis. Séquence finale dans ce complexe de croisière. Devinez un petit peu quel peut être l'endroit complètement incongru qui peut se trouver dans un paquebot comme dans l'univers de Fashion Police Squad. Incongru. Sur dance floor. Non, un endroit plutôt froid. Froid. Une patinoire. Presque, mais c'est encore plus fou que ça. Une station de ski à l'intérieur du truc. Il y a une station de ski mais non, à l'intérieur du paquebot. C'est génial. Dans la dernière séquence, en fait, vous vous en doutez, avant d'aborder le boss de fin, on va avoir une giga piste à descendre. Là, alors là, c'est la fête, c'est le feu d'artifice complet. Il y a tous les ennemis du jeu, évidemment, qui sont présents. Et on a parlé de l'ennemi ultime, mais aussi, on va avoir l'introduction de l'arme ultime du jeu, le Wardrobe Launcher, qui est également connu sous le nom de BFG, Big Fashionable Gun, référence au BFG 9000 de Doom. Bah oui, bien sûr. Et alors là, c'est l'arme la plus puissante du jeu, donc c'est un lance-roquette garde-robe, donc qui tire des roquettes, le projectile est téléguidé, explose en plusieurs, donc il peut en fait atteindre plusieurs ennemis, et évidemment, il est capable de ressaper n'importe quel type d'ennemi. Ah oui, ça c'est à la place d'utiliser n'importe quelle autre arme, quoi. C'est ça. Mais il y a une contrepartie à ça, c'est que c'est la seule arme finalement qui est à munitions limitées. Eh oui. Pour pas en abuser, parce que sinon ça serait complètement craqué. Donc on masse les ennemis, on essaie de faire en sorte de soit pouvoir utiliser la Fab Slap, soit le Wardrobe Launcher, pour pouvoir ressaper tout ce beau monde. Et là aussi, c'est un gimmick qui revient systématiquement pour aller affronter un boss. Un ascenseur se présente devant nous. On grimpe dedans et l'heure est venue de régler son compte à Arton Cut. À Turncoat, Runcoat ou Arton Cut, tout à fait. Est-ce que vous êtes prêts pour l'affrontement final ? Ah bah bien sûr, totalement prêt. Vas-y. Turncoat nous attend de pied ferme. Il s'apprête à démoder le monde avec son GFD, son gros flingue démodé. En fait, il y a un énorme canon qui est placé juste derrière lui. Donc, il commence la conversation, passons un petit peu tranquille, parce qu'il tente de nous amadouer. Il nous propose de s'associer à lui. Mais Death ne se laisse pas embobiner. Il décline l'offre, même avec 50% de réduction. J'adore cette réplique. Et là, Turncoat active un mécanisme, tenez-vous bien. Il y a la partie du paquebot dans laquelle se trouvent Turncoat et Death, elle se détache,
Il s'agit d'une gigantesque chaussure à talons aiguilles. Il y a 4 réacteurs à hélice escamotable qui s'activent, vous savez, les réacteurs là, horizontaux. Là. Et donc là, la structure se met à décoller dans le ciel. Oh. Et donc là, voilà, les 2 protagonistes, eh bien, ils vont en découdre sur cette arène aérienne. Ils vont en découdre, tu disais. Oh oui. C'était voulu. Oui. Très bien. Non, pas du tout. J'en prends note. Pour le coup, non. Eh ben, c'était un super coup de, c'était un super coup de style non volontaire. C'est ça. C'est bien joué. Non, j'étais resté sur l'arène aérienne, voilà, où on a donc, eh bien, Death qui est là, et autour de lui, Turncoat va voler autour de lui parce qu'il est sur une plateforme volante, un petit peu comme le bouffon vert, vous voyez. Ok. Sous cette forme-là, il faut le canarder à coup de tailor-made. On va passer dans la première phase du combat contre le boss de fin. Hein. La technique du boss va particulièrement plaire à Oxido, puisque il va s'agir de retournement de veste. Turncoat, apparemment, il est passé maître dans l'art du déguisement, et il a confectionné une veste magique qui, dès qu'il va la retourner, va révéler un nouveau style d'ennemi. C'est Arturo Brachetti. Exactement. Donc là, le boss, il va retourner sa veste plusieurs fois, et il va aussi bien porter un ciré jaune fluo, ultra flashy, que après derrière un peignoir en soie avec des imprimés de flammes qui eh bien, lui donnent des allures là, de flambeur sous stéroïdes. Eh ouais, bien sûr. Et sinon, quand il est en tenue normale, il ne se prive pas non plus de nous attaquer, mais cette fois-ci, c'est plutôt des attaques de type sort d'invocation, où il va invoquer des accessoires de couture, comme d'énormes pelotes de laine qui rebondissent, des grandes paires de ciseaux tranchants qui viennent se planter dans le sol, ou des rafales d'aiguilles qui vont venir aussi essayer de nous perforer. Donc, on maîtrise à peu près, on passe cette première phase, Turncoat est au sol, et là, en plus, on a notre jauge de Fab Slap qui est au max. Donc, Death s'apprête à lui porter l'estocade avec la Fab Slap, mais Turncoat bloque l'attaque d'une main avec une facilité déconcertante. Turncoat révèle alors son plan machiavélique. C'est lui qui a créé le gant Glam qu'il a offert à Death. Vous savez, au début du jeu, vous vous souvenez pas de quelque chose qui s'appelait, je crois que c'était Tunt ou Totcorn Foundation, qui avait offert le gant à Death. Et en fait, c'était dans le plan machiavélique de Turncoat. Pendant toute l'aventure, quand Death eh bien, a utilisé le Fab Slap, eh bien, il a donné encore plus de pouvoir au gant. À chaque soufflet, le gant, il a capté et stocké le fabuleux pouvoir du Glam. Oh, l'arnaque. Et oui. Et là, maintenant, Turncoat, il va utiliser ce gant chargé à bloc comme source d'énergie pour alimenter son GFD et rendre la ville de Trendopolis et ses habitants complètement ringards. Oh, non. horrible. Et donc là, Turncoat nous subtilise le gant, il l'enfile, il nous assène une manchette. Et alors là, Death se trouve ringardisé, en costume gris, le premier ennemi du jeu. Donc sous cette forme, en fait, là, on a un changement au niveau de l'interface, on voit tout en gris. On a une barre d'endurance, ce qui fait quand elle est vide, on fait une micro-sieste, ce qui nous rend complètement vulnérables aux attaques de Turncoat. Pour se déringardiser, pour redevenir normal, il va falloir éliminer 4 mannequins de Death, des espèces de doppelganger, en leur balançant les mallettes, en utilisant l'attaque de... Ah ouais, on devient l'ennemi en fait, c'est super. Ça. Wow. On élimine les 4 doppelgangers. Nouvelle baffe de Turncoat qui cette fois-ci nous dit « Je vais bousiller ton style » et il nous transforme en néant bras. Donc là, c'est assez savoureux aussi parce que on est vêtu de la tenue jaune fluo et on chevauche une trottinette électrique. Et pour la première fois du jeu, on est en vue à la 3e personne. Donc on voit vraiment Death avec sa tenue fluo sur sa trottinette. Là, pour retrouver notre apparence normale, il va falloir éliminer 4 doppelgangers en leur fonçant dessus. Mais il va falloir aussi scorer en réalisant des figures acrobatiques, en utilisant les rampes pour grinder, pour passer nos meilleurs tricks,
les ollies, les backside, les 360, Ah, c'est super. à la manière de Tonic Hawk. On parvient à s'extirper de l'état de Néombra. Turncoat s'avance pour nous gifler une 3e fois. Mais là, soudain, comme surgit de nulle part, pelote twist, celle-là elle est voulue. Deepcoat surgit et bloque le gant de Turncoat avec un gant qu'il a spécifiquement confectionné pour le contrer et nullifier ses effets. Deepcoat, lors de notre première rencontre, il a compris l'histoire de la fondation de Toadcorn, que c'était un jeu de mots et que c'était bien, Turncoat qui était derrière tout ça. Il sait que c'est son frère qui est derrière toute cette machination. Turncoat n'a pas dit son dernier mot et il libère la pleine énergie du Fab Slap. La surcharge, elle produit une explosion qui vaporise instantanément le pauvre Deepcoat. Il ne reste plus que son chapeau qui chute au sol. Oh, c'est horrible. Mais l'explosion, tu parlais d'Akira tout à l'heure, Maki, a pour effet de transformer Turncoat en une monstruosité de haute couture à plusieurs membres et plusieurs corps et jambes. Tetsuo Kamada Tetsuo. C'est totalement ça. On a un fond de musique épique avec des chœurs d'opéra. Sous sa forme finale, eh bien, Turncoat va nous attaquer avec les sorts de couture qu'on a vus avant, mais en mode ultra vénère. Et là, il pleut des pelotes, des ciseaux, des aiguilles dans tous les sens. Et alors, cet amalgame monstrueux, il est protégé par une espèce de bouclier en toile de tissu spectral, des fils de diamants. Et ça le rend complètement invulnérable quand on est face à lui. Comment faire ? Pour l'atteindre, on va être aidé de Hayley, qui va nous balancer des munitions et des wardrobe launchers. Et équipé du wardrobe launcher, on va attendre que Turncoat nous balance des aiguilles en fait qui vont venir se planter dans comment est-ce que ça s'appelle, des porte-épingles. Vous voyez un petit peu le... Ah oui. Oui. On va mettre un coup de ceinture sur ces porte-épingles. Ils vont se retourner. On va pouvoir s'en servir de trampoline, donc en sautant dessus. Et là, on va atteindre une hauteur qui fait qu'on va pouvoir avoir un angle de vue sur le boss par-dessus la barrière. Et là, on va l'assaisonner avec le lance-garde-robe et ainsi le terrasser. Ça y est, Waouh. l'abomination monstrueuse démodiale a péri. Turncoat retrouve son apparence d'Arton Cut, mais version gentil styliste. C'était donc la dernière mission. On a droit à un ultime défilé où on a Arton Cut qui se pavane en dansant. Bon, c'est pas comme s'il venait de perdre son frère juste avant. Mais... Oui, c'est vrai. La C'est seule et terrible. unique mort du jeu, au passage. Tout est oublié. Bref. On a droit quand même à un épilogue. Comme pour le prologue, on va avoir des planches de style comics qui vont venir illustrer le texte qui s'affiche. Donc on est 2 mois plus tard et on apprend que Turncoat, inspiré par son frère, a fondé une association caritative où il crée des vêtements stylisés pour les enfants dans le besoin. Oh là là. Tout est bien qui finit bien. Je vais presque pleurer. Deepcoat, ce brave Deepcoat qui s'est sacrifié, il a désormais une statue en or à son effigie pour lui rendre hommage. La ville lui rend hommage. La question restante est, mais que devient notre duo de choc, Hayley et Death ? Finalement, tout le monde est fashion là, donc on n'a plus besoin d'une fashion police squad. Alors certes, le taux de criminalité contre la mode a chuté drastiquement depuis ces événements, mais il y a encore de quoi faire pour maintenir la haute tenue de Trendo Police. Il y a encore des crimes contre la mode. Déjà, ils peuvent venir chez moi, parce que moi, tous les jours, je fais des crimes contre la mode, je pense. S'ils peuvent commencer par moi, bon, on va négocier. C'est ça. Et donc là, sur une planche, on voit une scène où Hayley, elle est aux prises avec des criminels ternes qui l'assaillent telle une horde de zombies, et elle appelle Death à la rescousse.
Et alors là, Death fait une entrée aérienne fracassante dont il a le secret en claquant son meilleur dip et dit « Pardon, je suis en retard. Mettons un peu de paillettes ici. » Et là, il porte en bandoulière une banane et au pied des sandales. Et la banane et les sandales sont assorties, sont toutes dorées et serties de pierres précieuses. Waouh. Donc là, à la vue de ces accessoires qui brillent de mille feux, Hayley est sous le choc. Elle balbutie « Mais qu'est-ce que tu portes ?» Et là, Death délivre sa meilleure punchline. « L'important, ce n'est pas ce que tu portes, mais comment tu le portes. » Waouh. Facepalm de Hayley. Le logo Fashion Police Squad en lettres d'or majuscules apparaît à l'écran, se splash même sur l'écran, fondu au noir, puis c'est les crédits du jeu. Et c'est la fin de Fashion Police Squad. Super, trop bien. Ça donne très Alors les envie. amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu ? Je trouve que ces temps-ci, il y a une énorme vague de jeux indés qui essaient de raconter un truc un peu à leur façon. Alors ces temps-ci, je découvre, en plus de ça, puisque ça me parle aussi moi personnellement, des jeux indés qui ont une lecture queer, qui est très prégnante. Là, est-ce que j'ai eu ce même spectre de vision? Pas nécessairement, mais en même temps, un style qui est très... donc, on parlait de la générosité. Je voudrais vraiment revenir sur le côté très inspiré de plein de références qui ont fait l'enfance de beaucoup de personnes. Donc, je regarde ça. Moi, je trouve ça assez incroyable. Ça me donne vraiment envie d'essayer ça. Je trouve que les jeux indés ont justement cette espèce de charme d'oser faire des choses qui, dans d'autres circonstances, passeraient absolument pas du tout. Donc ça, c'est la chose que j'aime beaucoup. J'ai vraiment envie de l'essayer aussi, rien que par toutes les mécaniques qui ont été listées, le fait d'avoir de quoi accélérer, le fait d'avoir de quoi révéler des choses dans les murs, et en même temps, t'as une ceinture qui peut servir de grappin. Donc, je sens que je ne saurais pas exactement comment je le ferais, mais c'est sûr que je vais revoir ce jeu, soit en speedrun, soit je le joue, j'allais dire blind. Techniquement, oui, puisque j'ai pas encore vu une seule image du jeu, donc... Mais tu vas te laisser tenter d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et pour revenir sur ce que tu disais, le jeu, en fait, laisse la possibilité, je pense, une espèce d'ambivalence là-dessus, mais le personnage de Death peut totalement être vu comme un personnage queer. Ok. Et toi, oui, ça donne très très envie, hein, comme disait Maki. Effectivement, moi j'ai envie aussi de découvrir le jeu, notamment parce que c'est mécanique en fait. Hein, effectivement, les mécaniques, notamment des différentes armes pour les différents ennemis, ça j'aime beaucoup l'adaptabilité qu'il faut avoir. Et surtout, ce qui m'a intéressé aussi, alors au-delà de tout le côté feu d'artifice, effectivement, à la fois de référence et puis de parodie, etc. Finalement, je disais tout à l'heure que c'était vraiment parodique, ça. Et finalement, pas tant que ça. J'ai l'impression que le jeu construit son propre univers, en fait. Et au départ, je pensais qu'on serait plus dans une sorte de parodie peut-être d'un buddy movie à l'américaine. Et finalement, pas tant que ça. Le personnage a sa personnalité propre. Même le monde tel que tu le décris n'a pas l'air d'être forcément une copie conforme d'endroits qu'on est habitué à voir dans des séries ou ce genre de choses. Et quand même garde une originalité particulière, singulière. Et donc ça m'intéresse aussi, le fait d'arriver à construire un univers... on va dire un univers singulier. Effectivement, comme le disait Maki, c'est ce qu'essayent de faire beaucoup, pas mal de jeux indés actuellement. C'est de proposer vraiment une expérience particulière et puis un univers qui va avec. Je vois, ouais. Oui, le côté Swagman. En fait, à un moment donné, je me suis posé la question quand est-ce que le jeu est sorti. Et Swag... C'est vrai qu'il y a un côté où, aussi le XX underscore OUU, etc., c'est que tu sens que ça fait référence à plein d'époques différentes.
Et assez souvent, ça a l'air de le désigner avec un petit peu de nostalgie. Enfin, pas nécessairement que ça soit forcément très apprécié, mais le terme, voilà, swagman, qui fait du Naruto run. On sent qu'il y a aussi ce côté très dérision qui va tellement à l'extrême que finalement, on prend pas trop ça au sérieux. Il y a l'air de se passer tellement de choses en même temps et ça a l'air de faire des références à des memes d'il y a tellement longtemps qu'on comprend un peu le message, quoi. Eh bien, c'est déjà la fin de l'émission. Merci infiniment, Bigot, de nous avoir totalement régalé avec ce racontage d'anthologie, j'ai envie de dire. Immense merci, Maki, de t'être prêté au jeu, c'est le cas de le dire. On rappelle qu'on peut suivre tes tribulations vidéoludiques sur ta chaîne Twitch, Makigaru, tout attaché. On mettra évidemment le lien dans la description. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir écouté cet épisode de Total Régal. J'espère que vous êtes également régalés comme nous. On vous rappelle encore une fois que ce podcast reste disponible sur moult plateformes de diffusion, Deezer, Podtail, j'en passe et des meilleurs, aussi sur YouTube. Peut-être d'ailleurs, Maki, est-ce que tu as, comme ça, au débeauté, une petite podcast routine? Toi, tu as une habitude un peu d'écoute de podcast particulière? Non, je suis très vidéo YouTube. Et ce que l'algorithme me propose devient ma routine. Ma routine forge l'algorithme, mais non, j'ai pas beaucoup de podcasts. À propos de YouTube, en tout cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit message en commentaire, on y répondra avec grand plaisir, ça nous fait toujours très plaisir. On vous rappelle aussi que nous avons un Discord dédié à ce podcast. Vous pouvez nous y retrouver pour nous faire part de vos réactions, de vos suggestions, de vos élucubrations, notamment sur le jeu. Et on revient dans un mois pour se raconter un nouveau jeu avec peut-être, qui sait, un ou une nouvelle invitée. En tout cas, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de Total Régal. À plus. Ciao, ciao. Au revoir. Cerise sur l'épisode, voici le teasologue. Et si on s'en allait dormir dans le paradis blanc? Pardon, pas le paradis mais l'enfer, car l'ambiance lorgne davantage du côté du radeau de la Méduse que de la croisière s'amuse. Et si on s'en allait dormir dans l'enfer blanc donc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps? Oui, oublions le temps. Arrêtons le temps pour mieux s'imprégner de souvenirs, visiter ces souvenirs, ces échos du temps passé et les conjuguer au temps présent. Certains crient au génie de la cryogénie. Hélas, on tombe souvent sur un os quand on joue avec Chronos. Alors, allons ouïr ce balado plaisant, loin des regards de haine et des combats de sang. À deux, des jeux se racontant, un bon moment en passant.